Que vous ayez connu ou non de quelle manière cela se dénomme, je suis certain que vous l'avez déjà vécu au moins une fois dans votre vie. Autrefois, il était généralement utilisé en famille pour des détentes et consorts, mais aujourd'hui, il est au service des entreprises, des marques et également des personnalités. Je vous parle du storytelling, traduit en français par l'art de raconter des histoires. Et aujourd'hui, le storytelling est également au service de la communication politique, aussi bien dans d'autres pays, mais également en République démocratique du Congo. Et c'est là même le nœud de l'entretien que j'ai aujourd'hui avec M. Eugène Kandolo, qui est acteur politique, expert en communication politique, formateur en communication politique, conférencier et écrivain, à qui je dis bonjour. Bonjour, John. Alors avec vous, coach Eugène, nous allons nous entretenir autour de cette question, comme je l'ai dit, le storytelling au service de la communication politique, plus précisément en RDC. Alors j'aimerais rapidement survoler avec vous deux petites questions, celle de savoir la différence entre communication politique, marketing politique, et est-ce que le storytelling est une vérité mieux racontée ou encore c'est un mensonge qui est tout simplement camouflé? Ok, bon. D'abord, il faut savoir, je vais inverser, le marketing politique, c'est un outil de la communication politique et je vais expliquer. La communication politique est un pacte, est un comportement, est une sorte de moteur d'adhésion de gouvernance publique. Ça veut dire, c'est une posture que l'on a par rapport à un chemin bien déterminé sur notre marche politique. Je prends un exemple. En tant que moteur d'adhésion, cela devient en fait notre indicateur pour nous coter par rapport à ceux que nous gouvernons. Si par exemple, pour que je puisse accéder à une dimension de gestion, j'étais passé par de l'argent. Vous vous rappellerez que dans ce pays, parce que tu as bien fait de parler du contexte congolais, il y a eu des gens qu'on appelait Apé Sata Laté. Ça veut dire que quand le jour où il vient et qu'il ne donne pas, on ne le considère pas comme quelqu'un qui a atteint les objectifs. Parce que, comme moteur de recherche, sa communication politique passait par le donner de l'argent. Alors, depuis très longtemps dans notre pays, il y a deux partis politiques, par exemple, dont leur approche des communications politiques n'étaient pas basées sur le don parce que déjà, c'était des partis qui n'avaient pas suffisamment de ressources, qui n'avaient pas accès aux capitaux. Je parlais du PALU et de l'UDPS à l'époque. Et donc, dans ma courte carrière de journaliste à l'époque, je me rappelais à une rédaction, on nous disait quand tu vas couvrir les activités de l'UDPS ou de PALU, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupage. Vous comprenez? Mais les gens allaient. Mais les gens avaient envie d'écouter ce qu'ils disaient. Non pas parce qu'ils ont donné. Ça veut dire que leur moteur d'adhésion, le type de communication politique qu'ils avaient utilisé, c'est une communication politique qui ne recourait pas aux biens matériels, aux dons. J'espère que ça a gardé la même ligne aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir. Alors que le marketing politique, je disais que c'est un outil. C'est en fait l'ensemble de stratégies que l'on met en place pour vendre le produit politique, qui peut être un parti politique ou un personnage politique dans un contexte électoral, dans un contexte où on a besoin d'avoir l'adhésion ici qui va se confirmer en termes de vote. Et donc, il faut mettre en place un ensemble de stratégies. Ça peut passer par les médias, ça peut passer par de sensibilisation de proximité, mais tout ce qu'on peut mettre comme outil pour atteindre cet objectif, autant que l'on les fait pour le marketing commercial, ça veut dire qu'on met en place des dispositifs qui permettent à ce que les gens puissent adhérer à votre produit, le consommer, mais bien plus se fidéliser à ce produit parce qu'on ne cherche pas que à se faire élire, mais on cherche à garder l'élan au point que l'on puisse avoir un peu comme quand certaines personnalités comme Obama et autres, ils quittent le pouvoir, mais ils restent populaires. Ça veut dire qu'il a gagné sur le plan de marketing politique. Je crois que j'ai répondu
storytelling, Voilà. vérité mieux racontée ou mensonge camouflé? Déjà, en tant que coach sur des questions de prise de parole en public, nous encourageons les gens dans la narration parce qu'il y a plusieurs façons de construire son argumentaire et de déconstruire l'argumentaire de l'adversaire quand on est dans un débat, dans la culture de débat. Et l'une des façons d'argumenter, c'est d'utiliser des histoires, mais des histoires courtes, des histoires réelles, mais aussi ça peut être des histoires assez imaginaires, mais qui sont proches de la réalité. Et le storytelling rentre dans cette logique. Une petite histoire qui se rapproche des gens auprès de qui tu es en train de vouloir faire passer un message, les gens que tu veux persuader, parce qu'ici, on est dans l'art de la persuasion. Et donc, il est recommandé que les gens puissent effectivement être proches des histoires qu'ils racontent. Mais il arrive de temps en temps que de nos jours, des gens racontent beaucoup de fausses histoires pour bien faire, ou soit des histoires authentiques, mais tronquées, trafiquées, de manière à ce que l'on touche la sensibilité. Parce que quand, dans la communication, on parle à deux entités. On parle au cerveau et on parle au cœur. Et c'est comme ça que dans la rhétorique, on évoque souvent trois concepts pour un bon communicateur, pour celui qui est censé être un bon orateur. On parle du logos, ta capacité de formuler des phrases logiquement, d'articuler sur le plan de grammaire et d'être logique dans l'analyse. Il y a le ethos. Les ethos, c'est ta personnalité. Pour persuader, on n'a pas que besoin de mieux formuler. On peut mieux avoir un français 5 étoiles, mais ça ne suffit pas. Il faut l'ethos. L'ethos, c'est la personnalité. La personnalité vend mieux avant que le discours même que l'on sort. La personnalité, c'est quoi? L'ensemble des éléments qui sont liés même à ta réputation, qui sont liés à tes compétences. Ça veut dire que tu veux parler de la question de droit constitutionnel ou soit de changement de la Constitution, est-ce que tu es habilité? Est-ce que tu es qualifié? Tu as des compétences sur cette question, ça c'est un. Mais au-delà des compétences, est-ce que toi-même tu n'es pas partie prenante? C'est pour cela que dans ce pays, les gens avaient rejeté le livre du professeur Bouchab. D'abord, premièrement, il était qualifié en tant que constitutionnaliste, mais seulement il était jugé parti. Son livre n'était pas bienvenu. Beaucoup de gens n'ont même pas eu le temps de le lire, juste du fait qu'il était l'un des personnages clés dans le régime, mais il s'appuyait sur le droit constitutionnel pour argumenter sur sa position politique. Et donc, les ethos, c'est un peu tout ça. Dans ce pays, il y a eu quelqu'un qui, chaque fois qu'il passait dans le média, tout le monde savait qu'il va mentir. Et pourtant, brillant, éloquent, il peut être persuasif. Et donc, même si cette personne passait pour nous dire que ce soir, c'est la fin du monde et que c'était réel, les gens vont rejeter parce que les ethos n'a pas créé la crédibilité. Et les experts en communication disent l'effet persuasif d'un message et son degré d'influençabilité dépendent de la crédibilité de la source émettrice. Et c'est de là qu'est née la théorie de la crédibilité-confiance. Ça veut dire que pour que mon message te persuade, je dois d'abord être crédible. Je dois être quelqu'un qui t'inspire confiance, au-delà de la rhétorique. Et troisièmement, après les logos, les ethos, il y a ce qu'on appelle le pathos, la capacité de transmettre de l'émotion. Donc, si je parle, comme je parle et au cerveau et au cœur, les logos parlent nécessairement au cerveau. Les ethos est à cheval parce que la crédibilité est aussi liée au sentiment que j'ai. Si j'ai un sentiment antipathique vis-à-vis de toi, je ne vais pas gober ton discours. Si j'ai un sentiment sympathique vis-à-vis de toi, même si tu me mens, je vais commencer à hocher la tête parce que déjà, j'ai déjà acheté ta tête, j'aime. Et donc, il y a maintenant l'autre dimension qui est le pathos, notre capacité de transmettre de l'émotion. Ici, on parle directement au cœur. Et quand on parle directement au cœur, c'est là que la notion de storytelling intervient. Parce que, imagine, je suis en campagne, une femme qui est candidate députée ou un homme qui vient, il dit, bon, votez-moi député parce que si vous me votez, on va avoir des bus scolaires. Tout de suite, les gens repoussent. Les gens y repoussent. Mais une autre personne vient. Il prend son micro. Il dit, mes chères dames, c'est à vous que je m'adresse. Imaginez vous qui avez porté pendant 9 mois vos enfants à vos seins. Et imaginez ces enfants pour lesquels vous avez eu de la peine, mais à midi, pendant que le soleil est au zénith, ce petit garçon et cette petite fille
de 5, 6 ans voulant traverser la route et que personne ne s'arrête pour les aider. Je dis bien à midi, il fait très chaud et sous un soleil accablant. Ces enfants qui, depuis le matin, ont étudié et n'ont pas encore mangé, mais qui veulent rentrer justement à la maison pour aller manger, sont là traînant. Aucun chauffeur n'a compassion d'eux. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous puissions mettre en place des bus scolaires qui pourraient aider ces enfants à mieux échapper à ce calvaire. Si vous me votez, je ferai un plaidoyer pour que ces enfants puissent trouver les moyens de transport. Là, j'ai parlé au cœur. J'ai vu comment tu me regardais. Je ne voulais pas que tu coules des larmes. C'est pour cela que j'ai arrêté. Et donc, ici, tu parles au cœur. En fait, il y a du storytelling, tu vois, à mi-chemin, parce que ici, c'est question de prendre une image et de la mettre dans la tête des gens tout en touchant leur sensibilité. Et ça renvoie maintenant à la personne et de manière générale, aujourd'hui, on le voit avec les motivateurs. Les motivateurs sont devenus des champions des storytelling. J'ai commencé avec $1. J'ai vendu des graines de arachides et je me suis retrouvé millionnaire. Et du coup, ça touche. En fait, les gens racontent toutes les belles histoires pour vendre soit le beau rêve ou soit du vent. Donc, on peut retenir que c'est une vérité mieux racontée. Ouais, avec beaucoup de maestrie. Et parce que les gens qui racontent ça, voilà, ils sont très sérieux dans ce qu'ils disent. Ils vous disent combien ils ont commencé avec une bouteille de pétrole. Mais en fait, ils ne vous disent jamais comment ils ont quitté de cette étape maintenant pour devenir millionnaires. Mais il y a toujours la belle histoire. Voilà, une belle histoire du genre, la chef de ma mère. Et puis après, on est millionnaire. Mais au milieu, là, il n'y a pas... Et c'est là que justement, en fait, ça fauche. Si il y a une ligne conductrice, on peut se dire, voilà, on est parti de là, on a fait ceci, on a fait cela. Mais la plupart des storytelling ont toujours quelque chose, un chapitre qui manque. Dans l'univers politique, il est mentionné, disons, il est repris généralement 6 règles standards, d'après ce que j'ai eu à apprendre et de mes recherches. Et il est reconnu... Il y a plusieurs écoles. Hein? Oui, voilà, il y a plusieurs écoles, il faut préciser. Quand tu parles de 6 règles standards, il y a une école qui va te parler de le 10 actes de marketing politique, 10 façons de présenter sa candidature. Il y a plein de choses. Bon, voilà. Exactement. Alors, de ce que moi j'ai appris à mon niveau, il est reconnu que dans l'univers politique, on peut user de tout pour parvenir à ses fins. La question que j'aimerais vous poser à ce sujet, est-ce que pour parvenir bien sûr à ses fins, il faut également user d'un argumentaire faux contre ses adversaires en vue de les ternir? Si oui, est-ce que c'est éthique? Sinon, pourquoi ne le feront-on pas? Voilà. D'abord, je veux te dire que la politique n'est pas un lieu des enfants de cœur. Lamine Ndiaye disait ceci, en politique, on ne croise pas de moines antiques, mais plutôt des gladiateurs. Donc, quand tu y vas, c'est comme à la table du diable, tu dois avoir une fourchette longue. Et donc, quand tu as une fourchette longue, tu dois savoir que l'enjeu politique, c'est le pouvoir politique. Et parce qu'on parle du pouvoir, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on a aussi facilement. Les autres en ont payé 11 mois de prison avant de devenir président. Je parle de Faye au Sénégal, qui lui n'avait même pas rêvé être président de la République, donc un candidat par défaut, parce qu'on a invalidé la candidature de son mentor, Sonko. Oui. Qu'est-ce que je vais dire par là? Et vous savez que pour condamner Sonko, on a soulevé la question de viol. Oui. Une histoire à dormir debout. Parce que la fille, dans son témoignage, dit qu'elle a été violée 3 fois. C'est une masseuse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Sonko, même si là encore on se pose un peu des questions, un musulman de son état est allé se faire masser dans une sorte de spa très avancé où il y a du massage de foie dans un état adamique et il est allé se faire masser. Donc c'est déjà une brèche qu'il a ouverte pour dire qu'en politique on peut exploiter toutes vos faiblesses. Ce n'est pas la religion en politique.
Et il est parti là-bas. C'est ce qui a ouvert la brèche pour qu'on puisse s'y mentir parce que ça sent du mensonge. Tu ne peux pas, chaque fois que cette personne, ce client vient, il t'a violé et que la prochaine fois qu'il rentre, il y a d'autres masseuses, mais c'est toi encore qui acceptes que ça soit seulement toi qui les masses pour qu'il te viole la deuxième fois. Comprenez? Et du coup, on monte une histoire contre lui parce qu'il a ouvert une brèche. Et donc, quand on se lance en politique, on doit s'attendre à tout. Mais il faut avoir aussi la capacité d'anticiper certaines choses. Par exemple, on peut utiliser une vraie. Autant pour les storytelling, j'ai dit que les gens peuvent partir d'un fait réel, mais mal raconté. Ils peuvent l'enrober. Oui. Quelqu'un te racontera que son premier cabinet d'avocat, il a créé en 2012. C'était au rond-point Willery, il avait une seule pièce. Mais entre 2012 et 2018, il était multimillionnaire. Et si tu regardes même dans les cycles du métier d'avocat, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et il a été millionnaire sans avoir gagné un seul procès. Mais bon, il va se présenter comme un modèle de réussite avec un storytelling, et puis il est devenu ministre, et puis tout ça. Et donc, il y a du flou et il y a du faux. C'est comme ça aussi sur les histoires de gens. Ceux qui sont habiles, ils prennent le devant. Je me rappellerai toujours de l'épisode de Barack Obama, qui savait déjà qu'on va l'accuser, alors qu'aux États-Unis, à l'époque, c'était très chaud avec cette histoire de Ben Laden et tout ça. Et Obama, qui dans son enfance avait fréquenté une école musulmane, devrait anticiper pour que ses ennemis ne puissent pas travailler contre lui sur ça. Et il s'est inscrit comme candidat Barack Hussein Obama. Un peu provocateur, mais pour s'assumer. Il a, dans son storytelling, anticipé sur la question du fait qu'il fumait. Il a fumé du joint dans son parcours pour que ses ennemis ne puissent pas utiliser ça contre lui. C'est toujours très important d'en parler. J'étais dans une conférence sur la communication politique avec les femmes en 2018 ou 2017, les femmes de CIC. Et prenant parole, une dame m'a posé la question. Elle a été Miss. Et il y a des photos d'elle en bikini et tous en bikini. C'est une Congolaise. Notre culture, nos traditions sont autres. Maintenant, elle s'est lancée en politique. Elle m'a posé la question, comment elle fait? Parce qu'il y a ça. Je dis, mais il faut assumer ton passé. Si la politique, c'est ta vocation, c'est ta destinée, donc tu assumeras ton passé, tu l'évoqueras sans le banaliser, mais tu diras que ça fait partie du parcours de quelqu'un. Et donc, il y a ça, mais ça ne veut pas dire que tout de suite, quand il va dire ça, ses adversaires vont arrêter. On racontera, ce matin encore, j'étais fâché dans un groupe WhatsApp où les gens transforment. Alors qu'on est en train de parler d'une question très sensible et qui relève du sens patriotique, des traîtres qui sont en train de rejoindre les agresseurs de la RDC, quelqu'un d'autre se réveille, il dit, mais pourquoi on pense qu'il faudrait... Parce que les gens racontent mal les histoires même évidentes. Tu vois? Jean-Jacques Mamba, qui officiellement a quitté le MLC au mois de janvier avec une lettre de démission, et qui, tout celui qui suit la politique congolaise, savait que ça faisait 3 ans qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Il était juste figurant comme membre du MLC. Il avait déjà démissionné en tant que porte-parole. C'est par mauvaise foi qu'on veut mettre côte à côte son cas avec les cas de gens qui ont rejoint le mouvement d'agression, mais qui n'ont jamais démissionné du PPRD, par exemple. Et on met ça côte à côte. Voilà, c'est que le MLC aussi, parce que quand les gens accusent, qu'on veut y voir un peu clair sur ce qui se passe si le PPRD n'est pas le vivier de truc. Alors, il y a des gens qui rétorquent, ouais, voilà, si le AFC a tout le monde, à Willingo Makien, ancien de l'UDPS, à Jean-Jacques Mamba qui est du MLC, tu vois comment les gens banalisent. Mais en réalité, ça peut paraître sensé, parce que Jean-Jacques Mamba a été du MLC, parce que Willy Ngoma s'est réclamé de l'UDPS. Mais au moment de fait, Willy Ngoma n'est pas membre de l'UDPS. On le voit qui surgit pour beaucoup de gens qui ne l'ont jamais connu dans l'UDPS. Et puis, il est truc. Mais ici, il y a des gens, pas une personne, pas 2 personnes, une série de gens qui quittent, qui n'ont pas démissionné et que l'on voit dans ce. Sinon, on dirait que tout le monde était dans l'UDPS parce que la majorité des hommes politiques que nous avons dans plusieurs partis aujourd'hui ont été des anciens de l'UDPS ou du MPR. Et à l'époque où il n'y avait que ce parti-là. Et donc, il faut toujours circonscrire, il faut avoir un élan d'honnêteté. Ce n'est pas parce que la politique est ce qu'elle est que l'honnêteté et l'éthique ne doivent pas exister. Ça a toujours leur place.
il y a des gens qui ont fait la politique avec éthique et qui ont pu réussir là où certains n'ont fait que de coups bas, n'ont fait que des sales coups aux autres et qui, malheureusement, n'ont pas atteint la gloire parce que tu n'as pas besoin d'éteindre les autres pour que toi, tu puisses briller. Je dis toujours, l'avantage d'être une étoile, c'est d'être à l'aise de briller dans le même ciel avec d'autres étoiles. Malheureusement, je ne pourrais pas revenir sur des questions politiques parce que ce n'est pas l'axe du quand média que je on en parle chapeaute. toujours. Moi, je suis transversal. Hein. Effectivement. Alors, j'aborde avec vous ma toute dernière question de notre entretien de ce jour. C'est vrai que le storytelling est très vaste. On aura certainement l'opportunité d'y revenir encore lors des prochains entretiens. Je recours de temps en temps, pas qu'en politique. Hein. Je me rappelle une conférence que j'ai faite sur le mindset. J'entre là, je raconte mon histoire et les gens ne savaient même pas qu'il s'agissait de moi. Une très belle histoire d'un jeune homme voilà, qui n'a vu son père qu'à l'âge de 12 ans et tout ça. Et puis, ça tombe que c'était sur moi et les gens étaient en train de pleurer dans la salle. C'est toujours beau, les storytelling, il est merveilleux, il est magnifique. Nous sommes en RDC, nous faisons face au tribalisme, nous faisons face à l'absence de cohésion nationale. Est-ce que ces différents défis peuvent entraver l'usage du storytelling dans la communication politique? Tout est comment tu sais marcher sur la gamme. Parce que c'est un peu comme dans la musique. Il y a des gens qui font des chansons et les instrumentistes viennent après pour les aider. Mais il y a des gens, il entend juste un son, il peut marcher sur ça, il rappe très bien, il chante très bien sur les sons. Le problème n'est pas du contexte, le problème c'est est-ce que tu sais le faire? Fais-le. Contexte de tribalisme ou je ne sais pas moi quoi, tu peux toujours raconter une histoire intelligente qui te concerne, mais qui sert aux autres de miroir. Et ils peuvent réellement se mirer dans cette histoire et avoir et réellement l'impression qu'ils sont en train de parler d'eux-mêmes. Aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, surtout aux États-Unis, ce sont des livres autobiographiques qui se vendent mieux parce qu'on raconte des success stories et on y met des emphases de storytelling qui permettent en ce que ça soit vivant. Et donc, sur cette lancée-là, c'est toujours possible dans n'importe quel contexte, quand on, voilà, j'allais dire comme Herman. Hein? Donc, c'est lui qui sait storytelling. Quand on va, on sait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais revenir sur une question essentielle que j'ai malheureusement oublié de poser au tout début. Et ce sera ma toute dernière, la vraie toute dernière. Storytelling, qu'est-ce que cela comporte en vrai? Bon. De quoi est-il composé, le storytelling? D'abord, story, ici, comme tu l'as dit, c'est une histoire factuelle qui doit être contextualisée par rapport au public auquel tu t'adresses. Donc, c'est simplement ça. Eugène Kandolo, merci. Avec vous, on vient de s'entretenir sur la question du storytelling au service de la communication politique. Je serai heureux de vous recevoir lors des prochains entretiens. Ça sera un plaisir pour moi. Pas seulement sur ce sujet, mais sur bien d'autres, parce que vous semblez être vraiment polyvalent sur plusieurs questions. Et nous prenons rendez-vous avec vous dans notre prochaine émission où nous parlerons encore d'un sujet toujours trait à la communication et ce sera toujours des moments enrichissants pour nous tous. À très bientôt sur vos écrans.